Alors, test. Bonjour. Je vais parler franchement. Thomas et moi, on trouve que c'est très important de faire des tests unitaires, et je pense que globalement, collectivement, on n'en fait pas assez. L'idée de cette présentation, c'est de vous donner les conclusions, les analyses qu'on a fait de pourquoi on ne fait pas assez de tests, et ce qu'on peut faire pour que vous en fassiez plus, et surtout que les gens autour de vous en fassent plus. Peut-être commencer par se présenter. Se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. En quelques mots, donc moi je suis Thomas Pirin, architecte, j'ai plusieurs casquettes, architecte technique, technical leader et développeur, à Sogei depuis 2005. Alors je suis plutôt curieux et j'adore échanger, donc je participe à pas mal de communautés sur Paris. J'ai quelques marottes, le domaine driven design, extreme programming, et donc forcément le TDD, et puis tout un tas de sujets techniques, le messaging, middleware, le clustering, enfin des choses qui me plaisent aussi à côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, si, j'ai aussi une obsession, c'est le why, à chaque fois le pourquoi, donc c'est de mettre sur la table les use cases avant de commencer à réfléchir à quelques solutions que ce soit. Ça paraît un peu une lapalissade de dire ça, mais je vous assure que c'est assez rare en fait, et même c'est très difficile d'y arriver et de ne pas tomber dans le piège de la solution first. Et donc c'est pour ça que mon blog s'appelle Use Case Driven. Donc Cyril Pioli, moi ça fait bientôt 10 ans que je suis à Société Générale, ça fait 30 ans que je code, donc j'ai fait pas mal de boulots différents, mais j'ai quelques expériences de codeur derrière moi. Je suis très intéressé par beaucoup de sujets techniques. Je suis un peu aux deux extrémités du spectre, donc des sujets techniques bas niveau et aussi des sujets fonctionnels et des sujets organisationnels. Dans le cadre d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les tests. Hop. Bon, alors, parlons de tests. Je vais vous faire part d'une petite histoire, une petite arrivée. Oui, commençons par la réalité. Parce qu'on a dit, on ne fait pas assez de tests. Pourquoi on ne fait pas assez de tests? Donc, histoire vécue, il y a quelques temps, je suis amené à travailler sur un nouveau projet en .NET, avec une sorte de factory, avec des tests unitaires. Jusque-là, tout va bien. Je commence à monter en compétence sur le code. Et puis, un jour ou l'autre, fort logiquement, je commence à intervenir pour de vrai, commencer à faire des corrections, commencer à rajouter des fonctionnalités. Donc, je travaille bien. Je fais mes petits tests unitaires, je rajoute mon code, je vérifie que tout va bien. Nickel. Je pousse dans la Software Factory pour l'intégration. Et là, il se passe ce qui se passe souvent dans ce genre de cas. La Software Factory me râle dessus, il y a des tests qui ne passent pas. Normal, cool. C'est pour ça qu'on fait des tests unitaires, c'est pour que les Software Factory nous râlent dessus quand on a fait une connerie, donc pas de souci là-dessus. Je retourne voir, et puis là, donc, je vais regarder, qu'est-ce qu'il me raconte Jenkins, il me dit, ok, expected value 3, OS3. Je ne suis pas très content, ça n'est pas très loin. J'ai pas grand-chose. Pas grand-chose, j'ai rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'aille voir le code. Donc, j'ouvre le code. Le code du test? Le code du test, exactement. Et puis là, deuxième déconvenu, je vois un beau assert equal, variable 1, variable 2. Ok, super. Déjà, exercice mental. Du coup, quelle est la valeur attendue, quelle est la valeur à tester? Alors, pour ceux qui connaissent un peu Unit, ils savent que la valeur attendue, c'est la première, la valeur à tester, c'est la deuxième, c'est un peu contre-intuitif. Donc, ça, je m'en rappelle. Du coup, la deuxième question après, c'est au fait, le mec qui a écrit le test, vu qu'il a mis deux variables, est-ce qu'il savait dans quel sens ça allait? Bref, je cherche un peu de contexte autour. À la fin, oui, pardon. C'est vrai que c'est un truc moi qui me frustre un peu. C'est que le expected, virgule value, après quelques semaines, on commence à s'y faire et à le faire automatiquement. C'est pas forcément tout le temps le cas dans les équipes, entre développeurs. Et donc à chaque fois qu'il y a un test qui pète ou qu'il y a un truc qui va pas, moi je me dis toujours, putain, est-ce que le mec qui a écrit ce test a suivi cette règle ou pas? Donc en fait, ça me force à vérifier à chaque fois. Et c'est un peu fastidieux, quoi. C'est un peu pénible. Dans certaines équipes, ça peut même créer des tensions. True story. Donc voilà, c'est voilà. Un petit truc. Donc pour conclure, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Pas le choix, il faut débugger le test. Bon là, je débug le test, je trouve la cause, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quand j'en suis arrivé au moment où je débug le test, je commence à trouver l'idée d'avoir des tests unitaires vachement moins sexy qu'au début. On a fait beaucoup trop travailler. Moi j'avais fait des trucs, j'étais content, je voulais l'intégrer, et je commence à en vouloir à beaucoup de gens. Et là, il faut beaucoup de discipline pour résister à la tentation face à des tests compliqués, de ne pas juste simplement ignorer ou bazarder le test. Alors, est-ce que ça vous évoque des choses déjà vécues aussi de votre côté? Est-ce que vous avez des commentaires à rajouter ou des idées Déjà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, ça vous rappelle du concret aussi chez vous ou pas? Pas du tout, ça marche toujours génial. Ouais. Une méthode de test toi, tu peux sortir, génial. 100 lignes, déjà, j'ai envie de la bazarder souvent, mais il y en a souvent dans le code, chez nous, de temps en temps.
D'accord. Donc, moi, si ça fait plus de 2 pages ou 3 pages de ligne de code, une méthode de test, j'ai envie de le virer. Toute méthode qui fait cette taille-là. Test ou pas de test, Test ou pas de c'est test, autre chose. D'accord, ok. Bon, effectivement, donc notre idée là, c'est, toi dans ton cas, Cyril, ton monde idéal, ça aurait été quoi? Mon monde idéal, ça aurait été, comme John Archer là, ce serait d'arriver à une situation où la Software Factory a été rouge avant que je commit. Bon, ça n'arrivera pas. La deuxième, l'idéal un petit peu dégradé, ça aurait été de me dire que la Software Factory, rien qu'avec le message d'erreur, je comprenne tout de suite là où moi je m'étais trompé. Donc là, c'est pas réaliste, on fait quand même des logiciels complexes, de façon plus crédible. Ce que j'aurais aimé, c'était avoir un message d'erreur un peu plus clair que ce que j'avais, donc quelque chose qui m'indique un peu quand même, qui me donne un maximum d'éléments dans la mesure de ce qui est disponible dans le test pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et qu'au pire, comme je sais qu'à un moment donné, je risque d'être amené à regarder le test, quand je regarde le test, au moins le test, je le comprenne. Que celui qui a écrit le test, je comprenne assez rapidement quelle est son intention, mais surtout, je débug pas. Parce qu'à partir du moment où j'ai débugué, je trouve que c'est un constat d'échec. On veut gagner du temps, quoi. On est tous pressés par le temps, les releases qu'on doit faire, etc., le best effort et tout. Donc on a besoin de gagner du temps, donc si ça ne nous aide pas et si on perd du temps, c'est générateur de frustration, notamment. Ok, alors on a un peu réfléchi à qu'est-ce qui ne va pas, comment on pourrait les améliorer. Donc, premier point. Premier constat, c'est quand on écrit le test. Moi, quand j'écris un test avec NUnit, alors on ne s'acharne pas spécialement sur NUnit, c'est un peu partout pareil. C'est juste que personnellement, moi je pratique beaucoup NUnit, donc c'est plus facile d'en parler. Quand j'écris NUnit, j'écris mon assert, point. Bon, après, j'ai une série de propositions qui sont plus ou moins intéressantes, mais dans la pratique, j'utilise à peu près tout le temps aricall, is nul, is not nul ou is true, à peu de choses près. Il ne reste pas grand chose d'autre parce que, comme les syntaxes ne sont pas claires, dès que les tests deviennent un peu plus exotiques, c'est compliqué, il faut les regarder à date. Et après, quand je me tape mon assert aricall, je me trouve une belle proposition d'IntelliSense qui me donne les 50 surcharges disponibles avec tous les types, ça m'aide juste pas du tout. Une fois de plus, ça me fait perdre du temps. Donc, c'est pas un fake, c'est une vraie capture d'écran. Donc quand on tape ça, c'est vrai qu'on se fait un peu agresser par cette c'est vrai, ça fait bizarre. Qui n'est pas franchement utile. T'as mis un autre exemple là J'ai mis un autre exemple, voilà. C'est pas pour tout le monde ces images-là. Donc ça, c'est la tentative des gens de NUnit d'améliorer l'expressivité des assertions. Ils se sont dit, c'est vrai que assert aricall, machin, c'est un peu limité. Donc on va essayer de permettre une syntaxe fluente, plus fluide, qui va permettre aux gens d'écrire les tests qu'ils veulent. Alors en termes d'IntelliSense, on vous a même pas mis les images parce que ça aurait fait péter le matériel. Et après concrètement, voilà, donc vérifie que le tableau n'est pas une propriété longueur égale à. Quelqu'un veut tenter une analyse? Bon. On est un peu nul en anglais aussi, mais. Bon bref, ça sert à rien. Pour des... Ça sert à rien. Moi, je pensais comme nous, ça ne semble pas très clair. Ça sert à rien. On vous donnera la réponse plus tard d'ailleurs. Hein. Et puis surtout, après la virgule, de savoir que dans les 300 lignes d'IntelliSense, commencer par is ou par as, c'est pas génial. Donc ce fameux Graal, là, j'aurais mieux fait de ne pas le trouver, je pense. C'est pourri. Malheureusement, c'est raté. Donc, conséquence de ça, c'est générateur d'erreurs, l'inversion expected value. Dans certains cas, ça ne nous pousse pas à écrire des tests. En tout cas, c'est pas très sexy, un peu rébarbatoire et répétitif. La pertinence de certains tests, du coup, elle peut être remise en question très vite, très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on mérite? On mérite, nous, les développeurs, des assertions plus intuitives. C'est le premier point qu'on va lever ici. Deuxième difficulté. Deuxième difficulté, c'était ce que je disais quand j'étais voir le code, c'était du fait du manque d'expressivité des assertions. Les intentions du test sont pas claires en général. Elles sont souvent pas claires, à part dans les cas les plus triviaux. Donc voilà un exemple. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un vrai exemple. C'est du vrai code. On l'a pris hier sur un projet de prod. On a été chercher un projet au hasard. On a été sortir ça. Donc on voit que là, il y a un abus de assert is true. Et pour mettre la condition derrière. Je ne sais pas si tout le monde voit bien au fond ou pas. Donc on voit, c'est un test sur un test en gros sur un dictionnaire, vérifier qu'il fait un parsing de ligne commande, vérifier qu'il a bien identifié les deux paramètres, les paramètres de la bonne valeur. Mais franchement, plutôt que des assert is true, j'aurais bien aimé que mon assert il exprime le fait de la contenance ou de l'égalité. C'est vrai que c'est un peu le marteau en or dans les lignes, c'est is true, aricall. Is true, aricall, c'est ce qu'on voit partout. Conséquence, les tests ils viennent plus durs à maintenir, parce que plus durs à comprendre. On a une perte de confiance un peu dans nos tests et la conséquence, dans le pire des cas, c'est de retirer un test quand on n'arrive pas à le comprendre et que voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues dans plein de projets.
Donc, deuxième point, eh ben, les intentions de nos tests doivent être évidentes. C'est vraiment une chose très importante pour la bonne santé et pour l'intérêt des tests, tout simplement. Troisième difficulté, c'est peut-être la plus importante pour toi, dans ton histoire. Oui, bah, c'était mon point de départ. C'était quand j'étais voir la Software Factory, le message d'erreur, il était à chier en étant gentil. C'est un très mauvais message d'erreur. Moi, ce que j'ai envie, c'est que le message d'erreur, ils mettent. Ils ne disent pas expected not property lens greater than 3. Quand il n'est pas faux, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait être faux en plus. Il peut être faux parfois. Donc là, on voit, c'est quand même assez clair. Donc, ça nous donne la réponse au message de tout à l'heure. Enfin, malheureusement, ce message n'a aucune valeur. Alors, on a pris celui-là au hasard. On aurait pu en prendre d'autres. Hein. Moi, personnellement, un des trucs qui m'agace prodigieusement dans NUnit, c'est la comparaison de chaînes, où NUnit est très fier de vous annoncer que les deux chaînes sont différentes à partir du 4e, du 5e caractère ou du 17e. Personnellement, ça m'a jamais donné la moindre information. Et ça m'a jamais servi à quoi que ce soit de savoir que les chaînes étaient identiques sur les 16 premiers caractères, et à partir du 17e, c'était différent. Ça m'a jamais aidé. C'est une belle tentative, mais ça ne sert à rien. Quand ça pète au niveau de l'usine, oui, c'est vrai que c'est pas... Ça ne sert à rien. Donc la conséquence, ben, ça nous force à débugger plus que nécessaire, c'est-à-dire vraiment, ben, pour comprendre, on débug. Et alors, ça fait une boucle de feedback TDD où on aime bien que ça soit, enfin moi j'aime bien que ça soit péchu, rapide, etc. C'est lent, c'est trop lent. Et moi, ça me fout en run de devoir lancer mon débugger pour arriver à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc en termes d'efficacité au quotidien, j'ai plein d'autres choses à faire. J'ai pas envie de passer mon temps à lancer mon débugger pour troubleshooter les erreurs. Donc, troisième truc, c'est qu'on veut des messages d'erreur qui soient fiables, mais qui soient surtout utiles. Vraiment des messages, on vous a mis, c'est du code c'est des essais de Influent, des écrans. Donc là, c'est un test qui a échoué. On a deux personnes, une personne qui s'appelle John, et une autre personne, même type, qui s'appelle John. Un autre John. Souvent, dans les assertions, en fait, c'est le toString qui sert pour outputer sur l'usine ou dans les messages d'erreur. Donc en fait, bien, dans certains cas, on pourrait avoir assert à equal false parce que John n'est pas égal à John. Donc là, en fait, avec Influent, qu'est-ce qu'on vous dit? La valeur vérifiée n'est pas la même que celle attendue. La valeur vérifiée, c'est John avec un hashcode, donc c'est l'hashcode de l'instance en fait. Et la valeur attendue, c'est John, mais c'est une autre instance. Donc ça peut vous donner des pistes sur, ah oui, c'est les mêmes types, c'est les mêmes toString, etc. Elles ont peut-être les mêmes propriétés, mais ce ne sont pas les mêmes instances. Oui, ce qui est important, c'est que là, l'information supplémentaire qui est le hashcode était indispensable dans ce cas-là. Donc ce que je veux, c'est qu'il soit là quand il est discriminant. S'il ne sert pas, j'ai pas besoin qu'il soit là. Donc dans Influent, les messages qui est une hybride d'assertion, on va y venir juste après, les messages sont vraiment configurés en fonction du contexte. Donc, le TDD, c'est pas facile. TDD, c'est pas facile, ouais. On se rend bien compte de la difficulté de vous, des pratiquants, j'espère, et des gens autour de vous qui ont du mal et qui, du coup, s'y mettent pas assez. C'est génial, mais c'est pas facile. Mais Influent est là pour essayer de vous aider dans ce périple et dans ce quotidien. Une question que je n'ai pas posée. Parmi vous, qui fait du TDD au quotidien, jour le jour, dans son projet, qui a l'occasion, le temps C'est quoi ton TDD, s'il vous plaît? Test Driven Development. Donc vraiment, allez, Test First Development, on va dire en général. Test First Development. Donc tu commences à écrire le test avant d'écrire le code. Avant d'écrire quelque code que ce soit, tu vas commencer par écrire le test. Comment on va le faire? Ouais. Alors après, le TDD, c'est plus large que ça, c'est plus un workflow. Donc après, tu peux... c'est comme ça que moi j'ai l'habitude de le pratiquer. Tu vas partir des tests d'acceptance, ou des tests très larges. Les fonctionnalités, donc souvent tu vas faire des outils type SpecFlow, du BDD, où tu vas faire GiveWhen, WhenZen, tu vas écrire des scénarios de tests comme ça. Ça c'est ton point d'entrée, truc qui va échouer. Et après, pour faire réussir ce test d'acceptance-là, tu vas descendre un peu plus bas dans ton code et commencer par faire des tests unitaires. Et là vont s'enchaîner une série de Red Green Refactor, donc qui est le workflow typique du BDD, qui va te permettre de construire petit à petit, élément par élément, ce qu'il faut comme réponse pour satisfaire ton test d'acceptance. Donc le TDD, ça peut être compris, suivant les contextes, comme au sens large le workflow. Donc je pars des tests d'acceptance, refactor et des tests unitaires en local, ou bien souvent dans la bouche des gens, TDD c'est juste l'approche test first au niveau unitaire. Mais pour nous c'est bien un premier point. Et globalement, alors donc, on a vu qu'il y a quelques-uns d'entre vous, allez 15%, 15-20% qui pratiquent un peu de TDD, quels sont ceux qui font des tests unitaires? Mais pas forcément avant. Pas forcément avant. Ouais. Ils écrivent des tests unitaires, a posteriori que ça. D'accord. Et quels sont ceux qui n'en font pas et qui aimeraient bien en faire plus, mais pour tout un tas de raisons, ils n'y arrivent pas ou ne peuvent pas. D'accord. Et quels sont ceux qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, donc que ce soit eux-mêmes ou les gens autour d'eux? Intéressant. Un peu pour ça qu'on est ça. Ce qui manque énormément, c'est la sémantique.
C'est-à-dire que quand ça pète, on sache pourquoi, que ce soit proche de... T'as bien fait de venir. En domaine driven design, il y a un truc qu'on fait souvent, c'est on parle de langage omniprésent ou d'ubiquitous language, c'est se mettre d'accord vraiment sur la terminologie, on s'accorde sur la terminologie de nos utilisateurs, pour que dans le code on reprenne cette terminologie, nos noms de classe, etc. Juste pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on entend par fluent. Donc là j'ai mis la définition dans freedictionary.com. On va retenir peut-être fluide, facile, évident, Facile, fluide, évident, voilà. fluide quoi. C'est ça qu'on entend par fluent dans la librairie fluent. Alors, la réponse. Donc voilà, ouais, pour revenir les 3 choses qu'on voulait. Faire point par point. Donc on avait dit, ce qu'on veut, c'est des assertions évidentes. Je veux pas avoir à réfléchir quand j'écris mon test, je veux qu'on me propose naturellement les choses dont j'ai besoin. Alors, ça c'est le premier point. Fluent, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose un point d'entrée unique pour toutes vos assertions. Pas besoin d'aller regarder la doc comme dans NUnit avec leur truc de contrainte. Check that, c'est la seule chose que vous avez à retenir pour faire vos tests. Et ensuite, c'est l'IntelliSense qui va vous guider. Donc, qui va vous guider, vous aider à écrire plus vite vos tests parce qu'il va auto-compléter, mais aussi vous proposer que ce qui a du sens par rapport à votre Ce que vous voulez tester. Vous voulez tester. Donc, par rapport à votre sujet à l'étude, vous faites check that, mon sujet à l'étude, mon instance, point, et après vous vous laissez guider par l'API. Deuxième point, on veut que les intentions soient évidentes. Donc il faut que les gens, parce que le cas que je prends au début, le cas le plus intéressant pour moi, c'est quand on fait des tests unitaires, c'est pour soi quand on fait du TDD, mais d'une manière générale, c'est pour ceux qui passent après et qui vont voir le test péter. Donc super important, les gens qui passent après, il faut qu'ils sachent sur quoi ils portent le test. Il faut qu'ils n'aient pas trop de questions. Il ne faut pas que j'ai besoin de mettre des commentaires, parce que c'est bien de mettre des commentaires, mais c'est un pis-aller. On sait bien que la meilleure documentation, c'est le code lui-même. Donc Fluent, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive avec un langage proche du langage naturel. En fait, les assertions de Fluent sont quasiment des phrases en anglais. On va le voir juste après avec des exemples, mais c'est expressif. Donc, On l'a voulu expressif. Ouais. Et enfin, dernier point, c'est ce qu'on disait juste avant, des messages d'erreur qui soient utiles et qui, dans la mesure du possible, vous orientent vers là où est le problème, plutôt que de simplement constater que le test échoue. Donc dans Fluent, c'est des messages d'erreur non ambigus, explicites et surtout adaptés au contexte. C'est-à-dire que la même assertion, en fonction de ce qui a échoué, va vous remonter un message d'erreur qui ne vous montrera que les informations qui sont importantes. Ce sont les mêmes informations. Voilà. Exactement, pour troubleshooter, pour fixer votre test. Ok, donc si on a ces 3 souhaits combinés entre nous, entre eux, on peut essayer d'atteindre notre idéal qui est de faire plus de TDD et qu'on soit plus efficace dans cette approche. Alors, quelques exemples. Je vais passer quelques exemples pendant que Thomas va commencer à préparer pour vous montrer la réalité. Donc voilà, ça c'est des tests, une série d'assertions en NUnit. Donc la toute première qu'on voit, c'est on va tester une chaîne qui contient l'alphabet. Pardon. En Fluent. Donc la premier test qu'on voit, c'est on va vouloir vérifier sur une chaîne qui correspond à un certain nombre de critères. On voit qu'on peut le faire en une seule assertion avec Fluent. Donc on dit vérifie que alphabet contient I et que ça commence par ABCD et que c'est bien une chaîne. Assez facile. Ça permet là, assez clairement, bon l'exemple n'est pas forcément très réaliste, mais enfin on voit bien qu'en une seule ligne, j'avais exprimé l'ensemble des contraintes qui m'intéressent à ma chaîne. Deuxième point, on va voir un autre intérêt des évolutions qu'on propose. Là, on travaille sur un tableau d'entier. On veut vérifier que ce tableau d'entier contient 3 valeurs particulières. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6. Et on veut juste vérifier que le tableau contient bien 3, 5, 6. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement taper la liste des valeurs qui nous intéressent. On n'est pas obligé de construire un autre tableau et d'avoir 2 tableaux d'entiers à comparer. C'est pas tous les jours, c'est un peu galère. Quand on est obligé de taper new, int, accolade, machin pour donner les valeurs de test, c'est beaucoup plus facile d'écrire directement la liste des points qu'on veut. Troisième exemple, là on va vérifier sur un tableau de chaîne que le tableau en question contient très exactement une série de 3 guitaristes, en l'occurrence Hendrix, Pato de Lucia et Django Reinhardt. Donc là, juste pour voir comment je vérifie que le tableau contient exactement ce que je veux. Quatrième exemple, et puis on s'arrêtera peut-être là, on sort un peu des types de base de BCL. On voit une classe personne inventée pour l'occasion. On a Camus, on a Sartre. On vérifie en une seule ligne que Camus est bien une personne et que ce n'est pas Sartre. Donc là, en termes d'intention, c'est assez clair quand même pour celui qui passe derrière. On arrive à peu près à voir clairement ce qu'on voulait tester. Alors, on va passer à la démo. Je propose qu'on passe à une démo. On va voir un peu à quoi ça ressemble. En espérant que la résole. L'image est voilà.
Alors, est-ce que tout le monde voit? Alors, je vais essayer, vous allez me dire si vous voyez bien. On va commencer par jouer avec les strings. Donc, on va se faire var movie égale Tucker and Dale, fight le mal, par exemple. One première chaîne. Alors, avec Enfluent, on peut chaîner les vérifications. Donc là, je vais faire un check that. Alors, vous voyez qu'il n'y a que 2 that. Il y a that et that-enum. Dans les that, il n'y en a que 3, donc on ne se fait pas flouder. Donc, on va faire that et puis movie. Qu'est-ce qu'on nous propose? Il y a tout un tas d'assertions qu'on nous propose. Donc, moi, je vais vérifier que ça démarre bien ce titre avec Tucker. Donc là, à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, on a du ncrunch qui tourne. Alors, ncrunch, est-ce que vous connaissez cet outil ou pas? Bon, alors ncrunch, c'est un outil c'est un peu comme du crack. Quand vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. C'est très addictif. C'est pas très vendeur, hein. Non, c'est pas une belle image, mais c'est très addictif. Ça a beaucoup moins d'effets secondaires. Donc en gros, vous avez des petites pastilles vertes là qui arrivent derrière. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand je tape mon code, en tâche de fond, il y a un outil qui s'appelle ncrunch qui va builder mon code, qui va exécuter tous les tests, sauf ceux que j'ai exclus, parce que c'est des tests d'intégration que j'ai pas envie de faire ça en continu, et qui va me donner un feedback le plus immédiat possible. C'est-à-dire tout de suite, je vais savoir si le code que je suis en train de toucher, je suis en train de péter quelque chose. Donc ça permet de gérer du coverage, ça permet de gérer vraiment le feedback là, dont je parlais tout à l'heure. Pour le coup, il est très très rapide. Je vais faire une intégration continue en local, quoi. Donc là, tu as mis Tuck. Donc là, voilà, ça vient de builder, et là, on a une petite croix qui nous dit, tiens, là, ce test-là a échoué. Alors là, on est dans le test pour la démo, mais quand on est dans du vrai code qui est couvert par des tests, c'est dans le vrai code qu'on voit la petite pastille rouge s'allumer. Je le montrerai peut-être tout à l'heure, mais donc du coup, dans du vrai code, en fait, on double-clique sur la petite pastille rouge et on lui dit, tiens, tu as pété 4 tests avec ce changement dans cette ligne. Donc, est-ce que tu vas aller les voir, etc. Et donc, c'est vraiment génial. Alors là, je survole. J'espère que vous arrivez à lire derrière. Donc, c'est le cas ou pas? Au fond, vous arrivez à voir? Ouais. Donc là, il me dit, alors ça c'est une insertion Enfluent, il me dit la checked string, le début de la string est différent de ce à quoi on s'attendait. La string qu'on a vérifiée c'est celle-ci, et elle démarre en fait. On s'attend à ce qu'elle démarre avec Tucker. Bon, ce qui est une connerie, du coup. C'était pour vous montrer plus la cinématique de ncrunch. Alors, et puis là on peut les chaîner, c'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire un premier check, start with Tucker, mais là, vous voyez, je peux faire un AND, et donc je peux vérifier aussi qu'elle contains Del, par exemple, qui est le prénom de l'autre héros du film. Donc, voilà. Alors, imaginons c'est une stagiaire ou un stagiaire qui a écrit le titre du film, et puis en gros a fait une boulette, elle a mis 2 fois Del. Donc là, dans les tests, si on veut être plus précis, on peut faire, tiens, je peux faire once, contient Del qu'une seule fois. Donc là, c'était vert, ça va péter en rouge, et alors là, le message que Enfluent vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit la string vérifiée contient Del à la position 7 à la position 16, alors qu'il aurait dû en contenir qu'une seule fois. Donc voici la string qu'on a vérifiée, et on s'attend, expected, qu'elle ne contienne qu'une seule fois Del. Donc c'était une boulette, je change ça, et normalement ça devrait restaurer et repasser au green. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors en fait, je le cache peut-être avec ma tête, mais ici c'est ncrunch. Alors, on peut le représenter de manière un peu plus visuelle, mais comme je suis en petite résolution, j'ai préféré l'exclure. Mais là, il y a un B quand il build, et puis après le nombre de tests qui échouent. Donc déjà ça passe au rouge, et puis on a un numéro qui nous indique combien de tests on a fait craquer avec ça. Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions si vous me posez des questions. Alors, check that, imaginons en fait un autre cas. Non, check that le movie, pardon. On va faire. Tac. Point is equal to. Et donc là, je m'attends à ce que ça soit Tucker and Del versus fight le mal. Donc là, ah, tiens, c'est rouge, j'ai cassé quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, qu'est-ce que me dit Enfluent? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit la chaîne vérifiée est différente de ce à quoi on s'attendait, mais seulement, but only in case. En gros, la seule différence qu'elles ont, ces deux chaînes, c'est ça porte sur la casse. Donc là, c'est des trucs qui peuvent, parfois, je ne sais pas si vous arrivez en fin de journée, quand on est vraiment fatigué, que notre copine nous attend pour aller au ciné, et qu'on a pété un test et qu'on ne comprend pas, on voit plus les choses. On voit plus les choses, l'évidence, juste quand c'est juste une lettre qui change de casse,
Moi, j'aurais aimé, par le passé, avoir des assertions qui me disent, bah tiens, en fait, c'est les mêmes, mais tu as juste un problème de casse. Donc, ils nous les affichent à peu près Moi, j'aurais alignés. préféré qu'on me dise que la chaîne était différente à partir de là. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, ils nous les alignent aussi. Alors, quand les chaînes sont différentes, pas que sur la casse, on va le voir juste après, mais ça peut être très pratique pour visuellement comparer, bien sûr, quand ce sont des petites chaînes. Alors oui, là, tiens, je regarde la casse, je vérifie avec cette piste, cette indication que m'a donnée Influent. Bon, alors, bien entendu, là, je modifie pour l'exercice, je modifie la valeur attendue. En fait, généralement, c'est l'autre valeur qu'on change. Mais, donc voilà, donc là, ça repasse au vert, c'est génial. Donc là, le petit B en bas à droite qui tourne, 3 tests, et c'est bon, c'est nickel. Donc, si je m'étais trompé, check that, movie, alors, pas que sur la casse, cette fois-ci, is equal to, eh ben, Tucker and Grandma, Go shopping. Go shopping. and Dell versus Evan. Donc là, bon, c'est à peu près évident. Alors là, dans le test, on voit tout puisqu'on a toutes les chaînes, mais sinon, si c'est une propriété ou une autre méthode qui me retourne une valeur, c'est un peu moins évident, moins trivial. Donc là, en fait, vous voyez, on a exactement les deux, et alors visuellement, je peux me rendre compte un peu plus rapidement de la différence, d'où ça vient, etc. Ça, c'est pour les strings. Alors maintenant, je vais annuler ce... Je supprime ce test, pas un. On va parler des énumérables. Alors, là, je me trouve dans un projet qui est un kata de code, un coding Dojo sur Guildedros. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous connaissez c'est un kata de code, donc c'est un exercice qu'on peut faire et refaire pour s'entraîner et être de plus en plus efficace sur comment refactorer du code legacy. Alors, c'est David Gageot, pour la petite histoire, un craftsman Java, qui était venu nous faire un brown bag lunch il y a un peu plus d'1 an là-dessus, sur Guildedros, donc refactorer du code legacy, et en moins d'1 heure. Donc l'objectif, c'est de prendre un bout de code qu'on ne comprend pas, il n'y a pas de doc, comme classique, on ne voit pas trop ce que ça fait, c'est pas... Qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que ça serait là? Non, ce serait pas là. Ça doit forcément passer sur la résolution que tu as. Ouais. Alors, donc voilà, c'est du code legacy avec des boucles bien imbriquées, la complexité cyclomatique bien intense. Et l'idée de ce kata de code, c'est de refactorer ça pour ajouter des features, mais sans péter, bien entendu, l'existant qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas de doc. Et il n'y a pas de test. Et il n'y a pas de test. Donc voilà. Donc en gros, j'ai trouvé que c'était un truc intéressant parce qu'il y a dedans, il y a une auberge qui contient des artefacts, des items. Donc c'est une liste d'objets qui s'appelle des items. Alors du coup, c'est un énumérable. Il y a une méthode, donc on va faire un var items égale, alors c'est in.instantiate items. Voilà. Donc ça, c'est une collection, une liste d'items. Ok. Donc on se met un peu dans l'idée de dire on voudrait changer le code. Donc la première chose à faire, ça va être de faire des tests finalement qui vont nous permettre de capturer comment ça fonctionne aujourd'hui. Un test Ernest. Avant de changer le code, en plus qui ne m'appartient pas, je voudrais me faire baquer par des tests pour ne pas changer le comportement. Donc là, je vais me servir d'autre chose, parce que ça va être une liste d'items. Alors je peux le montrer comme ça. C'est très pratique pour faire du reverse engineering, c'est d'utiliser la méthode contents-exactly. Contents-exactly, si je mets nul, bien entendu, je vais faire échouer le test, sauf si la méthode me retourne nul, mais je vais pouvoir me servir des messages d'erreur remontés par Influent pour extrapoler, extraire le contenu, le comportement actuel. Alors là, en fait, ça imprime le toString. Et comme l'objet item de Guildedros n'expose pas le toString, on peut se servir d'une petite ruse. Alors ça, c'est un petit sucre, c'est une petite feature, son bonus dans Influent, qui n'est pas un truc d'insertion, c'est pas une insertion cette fois, c'est une méthode d'extension sur les énumérables qui s'appelle properties. Et donc, alors oui, on a vu que c'était une liste d'items. Donc si je vais voir les items juste pour que ça parle un peu plus à tout le monde, un item c'est un nom, un string et deux entiers qui sont selling et equality. D'accord? Donc là j'ai une liste de ces objets-là qui m'est retournée par la méthode. Alors, comme chaque objet n'a pas de toString implémenté, nous on va faire un autre truc, on va utiliser une méthode d'extension qui s'appelle properties. Qu'est-ce que ça signifie là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va récupérer la liste dans tous les objets qui sont dans cet énumérable, ça va récupérer la valeur de la propriété qui s'appelle name de chacun de ces objets, et ça va me retourner un autre énumérable
qui contient la liste de tous ces noms, en gros. Faire une extraction, en gros, que de la propriété name. Et donc là, comme je dis que c'est égal à nul, ce truc-là, le message d'erreur, ça devrait être plus intéressant. Ah ouais, là, on voit, je ne sais pas si vous le voyez tous, mais the check-in énumérable, en fait, il y a plusieurs strings avec différents items. Ça, c'est les noms des items. Alors, je double-clique, ça c'est du encroach, mais c'est pareil avec votre runner ReSharper ou enfin préféré, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans la valeur entre crochets que vous remontez Fluent, vous pouvez juste faire du copier-coller. C'est une seule fois où j'aime bien le copier-coller. C'est le CTRL-C ici, là, de la valeur attendue. Qu'est-ce que je fais? Je remplace le nul, bien entendu. Je fais du reverse engineering, en fait. Je remplace la valeur nulle par cette liste de strings. Et là, c'est vert. Du coup, là, je viens de capturer, on va dire, la liste de toutes ces propriétés du code existant. Alors, on va faire la même chose pour une autre. Check that items.properties. Donc ça, properties, c'est une méthode d'extension que vous pouvez vous servir à l'extérieur des tests, mais qui fait partie de Fluent. On avait dit, c'était quoi les autres propriétés? Quality. Quality. Il y a une différence avec un select property? C'est la même chose. Mais là, dans la fluidité de cette assertion, du coup, ça c'est assez C'est la compact. même chose avec un select. Et pourquoi pas un lambda? Comme ça, c'est type safe. Alors, c'est un des points dans Fluent. Dans Fluent, ça vise à la fluidité. Moi, je trouve, c'est un peu partagé sur le forum, des gens qui aussi débattent sur Fluent, qu'est-ce qui est Fluent, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'une lambda, c'est pas hyper fluide quand j'écris du code. Quand j'écris du code, je me pose toujours des questions. Bon, pour lire non plus d'ailleurs. Voilà, donc je perds un peu l'IntelliSense avec le point où je me laisse guider, donc ça c'est le premier point. Et dans certains cas, en termes de lisibilité, je trouve ça moins compact et moins fluide. Alors on va voir, on utilise des lambdas, ça se fait un test juste après, c'est pour vérifier qu'une lambda ne dépasse pas plus de 3 millisecondes ou 5 millisecondes. Donc Fluent va vous offrir des assertions de cet ordre-là aussi après. Mais là, pourquoi avoir fait une méthode d'extension et pas une méthode chaînée après le ZAT? Parce qu'en fait, alors attends, c'était quoi le truc? C'est pour que la grammaire qui suive, dans mes souvenirs, c'est qu'on avait un souci pour que la grammaire qui suive reste fluent. Donc on pourra, j'ai plus le truc en tête, si tu veux, je pourrais réfléchir, c'est lié au fait que dans Fluent, on veut toujours que la grammaire d'assertion soit la plus fluide possible, et il y a certains cas où, voilà, où on doit faire des trade-offs. Alors, il y a un scope plus large en limitant ouais. En plus, oui, effectivement. Mais alors, donc là, bah, c'est pareil, check énumérable. Donc là, il me remonte les valeurs des chiffres pour tous ces items là. Alors, contains exactly, ça donne dans l'ordre. Hein, donc là, je remets. Cette fois-ci, c'est pas des strings, c'est des voilà. Et puis le dernier. J'en aurais fini avec ça. Property. Donc c'était quoi, quality? C'était Céline. Céline, je pense. Je fais exprès. Céline, je fais exprès juste. Un D au lieu de Ouais, mais j'ai fait exprès pour montrer le. Là où ça rate. Bon, là ça rate parce que là, pour le coup, il me dit bah, objet item là de Gilded Rose, il n'a pas la propriété Céline ID. Ouais, bon, c'est vrai qu'alors item, je vais dire si je me souviens plus, c'est Céline. D'accord. Tac. Voilà. Je vais dire la virgule. Donc là, ça va toujours échouer, mais parce que nul n'est pas la valeur attendue. Voilà, ici, et après, je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Ici. Donc je remplace nul par ce qu'on a réussi à récupérer du code legacy. Normalement, tout devrait être vert dans quelques instants. C'est le cas. Donc voilà, donc là, en 3 lignes, sur le contenu des items qui sont là-dedans, je peux le voir. Alors, c'est une façon de voir un peu à la verticale. C'est-à-dire que chaque item, le premier plus 5 dexteri west, là, il a comme qualité 20 et comme Céline 10. On pourrait même les aligner comme ça. Alors, l'alternative, si on n'avait pas ça, l'alternative, ça serait ça. Pour vérifier exactement la même chose, la version init, c'est de récupérer la liste d'items et c'est de vérifier ça. Donc en termes de lisibilité et c'est pareil. T'aurais pu faire une boucle. Moi, je préfère ça. Mais là, je trouve que ça capture un peu plus, même presque visuellement, graphiquement, ce que me retourne cette liste. Après, mais pour revenir, on ne dit pas que c'est comme ça qu'il faut faire ces tests unitaires. C'est un truc qui est... dans le cadre d'un exercice spécifique. Voilà, et puis c'est quelque chose que tu peux faire, c'est tout.
c'est pas la solution à tout. Non. Donc on va tester sur les nombres maintenant. Je vais vous montrer. Donc int, answer, qu'est-ce que ça va être? 42. Je pensais que j'aurais plus de geek dans la salle. Alors avec ça, je peux écrire des trucs comme check that answer is positive, par exemple. Alors là, ça paraît évident parce que effectivement, j'ai tout sous la main, sous les yeux, mais si c'est une propriété d'une autre classe que je veux tester, ça paraît plus utile, moins trivial. On peut aussi faire and is less than 20. Qu'est-ce qui se passe quand on met des Donc là, conditions opposées? alors, on va le voir juste après. Positive et lise négative. Ouais, on va le voir. Bah, il va échouer. C'est une des deux conditions. C'est une idée qui va échouer, mais c'est pas un. Techniquement, on peut pas l'interdire. Non, On ne sait pas l'interdire. Là, il me dit checked value c'est 42, l'expected value c'était plus petit que 20. Ah oui, non, c'est pas 20, c'était 100, je me suis trompé. Donc là, encore une fois, on n'est pas dans un workflow. Voilà, on n'est pas dans un workflow TDD logique, etc. Ce que je vais vous montrer, c'est l'expressivité de l'API ici. Hein. C'est pas, ça paraît. C'est pas comment faire du TDD. Voilà, exactement. On peut aussi jouer avec tous les types numériques, donc un décimal par exemple, price égale 101.4. Ça c'est un décimal, et je peux faire un check that price, ça c'est pour ceux qui travaillent sur des pricers, par exemple, is equal to 101.4. Donc là, il tourne, ah oui, là il a échoué parce que, ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la valeur vérifiée n'est pas celle attendue, la valeur vérifiée c'est 101.4 de type décimal, la valeur attendue c'est 101.4 de type double. Donc, ça peut être intéressant dans certains cas, pareil, quand on est fatigué et qu'on ne voit pas les choses. Dans d'autres types d'assertions, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément toujours très bien. Il y a un genre de équivalence ou un truc comme ça pour dire j'ai envie qu'ils me disent que c'est la même chose. Que les valeurs sont exactes, sont les mêmes, même si les types ne sont pas. Alors, non, c'est une question qu'on a mis sur le forum il n'y a pas si longtemps. C'est encore ouvert. Alors, pour tout ce qui est entier, long, etc., enfin, quand le cast implicite est possible, on le fait. Et tout ce qui est valeur décimale, flottante, etc., avec les slides, là, on rajoutera peut-être le lien vers c'est qui? C'est non, c'est pas Slutter, c'était, je sais plus qui avait écrit un article très très bien écrit, disant pourquoi tu peux pas assimiler dans certains cas le décimal au float, etc. Donc nous on n'a pas encore tranché. C'est un sujet en réflexion. Si vous avez des avis ou des besoins, etc., mais a émergé l'idée d'avoir un is equivalent, non à définir ou à raffiner, mais aujourd'hui c'est pas tranché, c'est sur le forum d'Influent encore. Donc voilà, un point intéressant, oui, un point intéressant en plus, là c'est en termes d'implémentation. Donc vous avez des signatures avec de l'inférence pour à peu près tous les types numériques. Donc là en l'occurrence, on voit que c'est sur le décimal parce que mon truc est décimal. Donc dans l'ITSense, j'ai à chaque fois des trucs sur des décimales, je ne sais pas si vous voyez là dans l'ITSense. Et rajouter toutes ces assertions pour tous les types numériques de .NET et que ça fonctionne bien, etc. Donc on a un objectif de 100% de couverture de test pour Influent, pour la librairie en tant que telle. Donc là on s'est dit, initialement, ça aurait du sens de... oui, c'est la même implème dans quasiment pour tous les nombres, on va templéter, on va faire un fluent de T, où T est un nombre. Puis après, à l'usage, à la syntaxe, on se rend compte que c'est moche, ça force l'utilisateur de la librairie à mettre des chevrons, décimales, chevrons, machin, parce que l'inférence n'est pas possible. Donc comment on a fait? En fait, on a utilisé des T4, je ne sais pas si ça vous parle, des templates de code pour faire du métacode. En gros, c'est générer du code à partir de code. Donc c'est possible gratuitement dans Visual Studio depuis 3, 4 ou 5 générations. Ça s'appelle les templates T4. Donc on a une partie du code sur les numériques, tout le wrapper qui fait la bonne autocomplétion, la bonne IntelliSense, est généré automatiquement à partir de l'entier. On travaille, nous, quand on rajoute une nouvelle assertion sur les nombres sur le int, la valeur des assertions qui s'appliquent aux entiers, et en fait, après, avec le T4, on génère automatiquement, pour tous les autres types numériques du framework, en même pas moins d'une seconde, tout le code, le wrapper qui correspond, et tous les tests unitaires aussi,
qui sont calqués sur la partie. Donc ça, c'est un truc intéressant pour comment avoir une couverture qui est quand même super large, mais pas devenir dingue et à faire du travail, travail fastidieux, quoi. C'est-à-dire dupliqué et risqué. Donc ça, c'est un truc intéressant. Si vous avez l'occasion de regarder sur GitHub comment est fait Enfluent, ça peut éventuellement vous intéresser. Pour les nombres, je crois que c'est à peu près bon, sauf si vous avez des questions. Tac, CTRL X. Donc là, ce que je peux vous montrer, c'est sur un usage. Il y a encore plein d'insertions sur les types classiques .NET, mais on va vous montrer un cas intéressant sur une classe. Donc j'ai une classe car là dans ma solution. On va faire var Aston égale new car. Et on va lui donner comme trademark Aston Martin. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le constructeur? Site number, on va dire 2. Bon. Là, on peut faire check that Aston. Là, on veut vérifier. Alors bon, on n'a pas de factory ici, donc on voit très bien que c'est un objet de type car pour l'instant-ci, et on voit déjà aussi que s'il a deux propriétés, car là, on va avoir un trademark, un trade ID et un trademark ID. Bon, bref, supposons qu'on ne connaît pas car. On ne connaît pas car, voilà. Donc trademark, deux propriétés qui sont des propriétés générées automatiquement, trademark et site number. Ça peut être intéressant quand un type comme car n'expose pas la méthode equals, et qu'on veut les comparer, mais sur du contenu de valeur, pas sur les références. Donc là, Enfluent, il vous propose un truc donc qui s'appelle as fields with same values. Et là, en ligne, pour respecter la fluentness, on va pouvoir faire un new. Donc là, je fais une classe anonyme où je veux un trademark égal, et donc Aston Martin. Et je veux, on a dit quoi? C'était site number. Site number. Donc, bon, de toute façon, on va laisser crier, et puis ça nous mettra sûrement sur la piste. les deux, Les deux, et c'est un entier. Tac. Ok. Donc là, je ne connais pas le type, à la limite, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il a les mêmes champs ou les mêmes propriétés. Là, il nous dit, tiens, il n'y a pas de site number, la propriété. Voilà. Donc, site number est absent. Voilà. Donc là, site number, toc. Et donc là, normalement, ça devrait passer au vert, puisque je donne là, si je me trompe, j'ajoute Aston 1 Martin, ça devrait échouer. Ça, c'est un point qui est intéressant parce que ça permet de résoudre les problèmes d'enjeux de visibilité. Donc là, il y a une autre. Aussi en test run. Il nous dit qu'il y a une auto-property trademark, donc du coup il y a un backing field derrière qui est avec ce nom-là, avec le code généré par le compilateur C#. Et donc la valeur attendue, la valeur vérifiée c'est Aston Martin, la valeur attendue c'était Aston 1. Donc ça peut, même quand vous n'avez pas la main sur du code et sur le R-equals, etc., ça peut vous permettre de faire des tests sur la sémantique ou le contenu des valeurs de ces objets. Par contre, quand tu fais du refactoring, Rich Harper il va penser à changer le nom de ton champ? Non. Bien sûr. Pas le même que là. Non. Là encore, alors cette méthode-là, en fait, pour tout vous dire, elle n'est pas encore dans la version 1.0 de Enfluent. C'est un truc qu'on est en train d'y réfléchir et on teste un peu, on joue avec. Donc c'est encore... c'est un exemple de ce qu'on pourrait imaginer faire. Alors peut-être que ça n'a pas de sens. Nous, on pensait que ça en avait sur certains cas. C'était RUI. Alors, on met en avant un peu des fonctions. Là, on met un peu en avant des fonctions. Alors, on parlait... Pour éviter des assertions de base qui sont certes intéressantes, mais voilà. C'est sûr qu'il peut pas faire Non, mais c'est pas le même type. Il peut faire un usage une propriété sur un type, mais il donne également les propriétés sur les types sémiques. Et voir... Ça, je l'ai déjà eu. Ouais. Bon, bah, il faut qu'on teste. Alors, voir sur les strings qui contiennent la même référence au même nom. Alors, bon, ça sera testé. Pour résoudre ce problème-là, tu n'as pas moyen d'étendre avec des nouveaux types? Par exemple, là, vous avez fait des templates. Si, mais on a pu faire. En fait, là, Thomas, il a fait la version très courte du problème. Il est supposé qu'il existait un tas de problèmes et que c'est la seule solution qu'on avait. On aurait pu faire, tu peux faire check that Aston Martin equals Aston Martin. Et là, par exemple, ça va supposer que ta classe. Comment il peut faire? On va le faire. Ouais. Tiens, Richard, change-moi trademark en trademarket. Trademarket, tac. Il ne sait pas. Il l'a pas fait. Mais on testera. Oui, bien sûr. Tu vois. Non, mais je voulais juste m'assurer qu'il n'y ait pas comme les strings
Donc une feature de ReSharper. Dernière chose qu'on peut vous montrer, puis après je pense qu'on va finir avec cette. Tu veux vérifier la comparaison simple, c'est ça? Non, c'est voir si on peut étendre, alors vous en parlez peut-être après, Influent, en rajoutant ses propres types. Genre, j'ai des prix, je manipule tout le temps des prix dans l'appli. Est-ce que je peux avoir la classe price comme un truc au même niveau que avec des méthodes tests spécifiques que Integer? Oui. Ouais. Je vais tester une lambda, check that. Alors là, c'est pour le coup, c'est moins fluent, mais en objet, c'est ce qu'on veut. On va faire un thread.sleep. C'est un display imaginatif. J'ai pas encore l'usine. Alt entrée, point sleep. On va faire un sleep de 100. Donc là, c'est un peu débile, c'est un sleep de 100, mais j'ai une lambda, je peux avoir une fonction. Voilà, oui c'est vrai que ce ne serait pas plus intelligent qu'un slip de 20. Et là je peux faire quoi? Je peux faire des assertions qui montrent que does not throw. Je peux vérifier que cette lambda ne throw pas. Donc ça s'appelle l'exception. Voilà. Et je peux aussi, donc là c'est vert, ok. Et je peux aussi faire vérifier que ça dure moins de 200 millisecondes par exemple. Alors 200, et là si je donne l'unité, alors l'unité c'est millisecondes par exemple. Et je peux préciser l'unité que je veux. Donc là, on vérifie que la lambda qui attend, alors sleep c'est en millisecondes, donc qui attend 100 millisecondes, ne throw pas quelque chose et dure moins de 200 millisecondes. Ici on a dit 50, comme ça. 50, oui, alors là. Tac. 50. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ça va échouer. C'est bien. Voilà, ça échoue. Là, quand il me dit checked code took too much time to execute, alors l'exécution observée c'est 106. Et on s'attendait à faire moins de 50 millisecondes. Donc pour certains de vos tests, ça peut être utile. Donc avec une syntaxe qui est sympa. Dans l'environnement de build, oui. on va avoir des surprises, des tests oui. Les tests de perf, etc., c'est des trucs que tu fais sur une infra un peu spécifique, que tu fais la nuit sur des créneaux où tu sais que tu vas pas être super mutualisé. C'est pas le truc que tu vas faire. Après, ça dépend de tes contraintes. Hein. Si ton SLL plus fort, ça doit respecter ça, tu vas mettre en place une usine, des slaves et tout, qui font que tu vas pouvoir vérifier au quotidien au fil de l'eau. La plupart des équipes, c'est au mieux quand ça existe, c'est la nuit. Ça peut peut-être être utile pour faire des tests d'intégration, pour avoir des timeouts, pour pas rester dans les choux trop longtemps. Quoi. Ouais, par exemple. C'est même pas si utile que ça, mais c'est pas pour vérifier que ton temps est dans une fourchette de plus ou moins 10%, ça c'est sûr. Pour tests d'intégration, pourquoi pas sur les tests unitaires? Ouais. Alors, comme pour Influent, c'est un test unitaire, on a des tests unitaires comme ça qui vérifient à 50 millisecondes près. Alors, l'usine de Influent, c'est sur l'instance TeamCity de JetBrains qui nous ont hébergés. Et on est super mutualisé avec plein de monde sur les slaves, etc. Et ça a pété 2 fois en 1 an. Donc, en termes de temps. En termes de temps. Voilà, je pense qu'on aurait fini pour la démo. Sur le dernier test, là, si tu fais un step.sleep de 2 heures, l'assertion ne va compter que 2 heures ou oui. Là, oui. Si t'enverras un mail pour te dire que... non, ça fait pas plus de 2 heures. Il n'est pas capable de leur donner des conditions pour dire que je vais d'abord vérifier que ça dure moins de 50 millisecondes avant de vérifier que ça peut être une exception. Là, aujourd'hui, un point important, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a peut-être un implicite, là j'ai l'impression, il n'y a pas de hard limit. Parce que si on a dit qu'on avait mis un slip de 10 minutes et qu'on a dit qu'il faut que ça dure moins de 50 millisecondes, le test c'est 10 minutes, ça s'est exécuté. Et enfin, on a dit que ça a raté parce que ça met 10 minutes, il n'y a pas de prévu d'interruption. Donc, inversement, on n'attend pas 2 heures. Par contre, ça pourrait être intéressant. On s'arrête dès que le test est terminé. C'est plutôt fait pour faire des petits benchmarks que des gros tests. Sachant que ça pourrait être imaginé peut-être. Il y a dans les cartons, il y a l'idée de faire un benchmark ZAT sur une extension un peu sur le même principe à Influent, qui servirait spécifiquement à faire des benchmarks et qui du coup aurait des fonctions beaucoup plus avancées. J'ai souvent des use cases où j'attends un résultat dans un certain temps, même si je mets une limitation, mais dès qu'on a des services asynchrones et qu'on a envie de les tester, on attend un résultat une excellente idée. Même s'il va mettre 5 millisecondes, on va dire bon, s'il est une tolérance quoi. Ça paraît. C'est un bon use case à poster dans les demandes d'évolution. Sur un GitHub, tu rajoutes juste un petit ticket. Je pense que ça fera le plaisir de le faire. Sauf si tu veux patcher. Oui, tu le fais toi. Le request.
Bonne pull request. C'est tout pour cette première partie de démo. Si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions. Il y a des points sur lesquels je vais revenir. Je vais re-switcher. Technologie moderne. Alors, ça c'était la démo. Boum. Donc en quelques mots, Fluent, c'est quoi? C'est une librairie open source en .NET pour des insertions Fluent. C'est bien entendu indépendant de tout framework de test unitaire, donc vous allez pouvoir continuer à utiliser NUnit, XUnit, MBUnit, MSTest, non pas MSTest, mais ou SpecFlow, enfin tout ce que vous voulez, c'est juste une librairie d'insertion. Donc c'est compatible avec les outils que vous utilisez déjà et que vous allez continuer à utiliser. C'est directement inspiré par Java Fast Assert, qui est une librairie en Java, donc David Gajon nous avait montré lors du premier Brown Bag Lunch. J'avais trouvé ça tellement dément, j'ai regardé en .NET l'équivalent. Il y a quelques propositions, de mon point de vue, elles n'étaient pas suffisamment intéressantes pour... et puis c'était très structurant, c'était pas juste un truc où j'aurais pu faire un pull request sur ces projets-là. C'était des choix d'approche voilà, très différents. Très différents, donc on pourra le voir peut-être à la fin, donc voilà, c'est directement inspiré. Et c'est disponible comme toute librairie .NET sur la galerie Nugget, toutes les versions officielles. Alors, en cadeau bonus, on a quoi? On a un modèle qui est complètement extensible. Donc si vous avez envie de rajouter des assertions à vous qui sont spécifiques à votre fonctionnel ou qui manquent dans NUnit, vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'équipe Fluent prenne votre pull request ou prenne votre demande en compte. Vous pouvez vous débrouiller tout seul avec tout un tas d'helpers et une démarche qu'on vous explique sur le site internet pour faire vos assertions vous-même. Le premier est peut-être un peu compliqué, mais après ça va vite. C'est moins Fluent. Alors, dans les premiers BBL que j'avais fait sur ça, je montrais dans la démo comment rajouter une assertion. Du coup, ça brouillait un peu les pistes parce que Fluent est censé être fluide et facile à l'usage. On a fait les choses quand même pas trop mal, je pense, pour l'extensibilité, mais c'est un peu plus tricky, un peu plus touffu. C'est comme la magie, hein. C'est l'air facile et tout, mais il y a des vrais articles, il y a des vrais outils derrière pour que ça se fasse. Parce que quand vous rajoutez un check, automatiquement, vu que la syntaxe Fluent autorise le AND et le NOT, il y a 2-3 choses qu'il faut que vous implémentiez dans votre assertion, à vous. Donc c'est l'opportunité pour certains d'entre vous qui font du DDD, par exemple, de créer une DSL dans vos tests. C'est-à-dire que là où vous avez une espèce de DSL dans votre code qui a la terminologie métier, etc., vos noms de classe et tout, vous pouvez aussi suivre et ne pas casser ça en fournissant des assertions adaptées à votre fonctionnel. Oui, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on peut imaginer qu'on ajoute une méthode d'extension isValid qui soit applicable sur les prix. Sur un prix, par et contre. qui vérifie que le prix dans une fourchette de tolérance classique. Et Test après, il fait check ouais. that, my price is valid. Ça viendra proposer automatiquement. Exactement. Quelques petites sucreries, telles que la méthode d'extension properties sur les i énumérables qu'on a vu avec Gilded Rose et le asFill with some values qu'on a vu à la fin, qui vous permet de ne pas avoir à instancier la classe du même type ou pour pouvoir comparer des valeurs de propriété et de champ. Ça ne peut pas de placer de mock en fait, dans certains cas. Donc Fluent c'est dans la nature depuis, alors pour la version 1.0 dans la nature depuis le 31 décembre, ça fait plus d'un an, ça fait un peu moins d'un an que le projet existe, j'ai créé ça en février. Il y a 4 contributeurs, alors dans les contributeurs il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Marco. Marco c'est un ancien lead technique qui faisait du web côté RRC, qui est reparti dans son Québec natal et qui m'a vachement aidé au début pour croire à la dynamique, parce que j'étais tout seul, je découvrais tout un tas de trucs, GitHub, etc. Donc ça c'était sympa et il s'est tapé pas mal d'assertions sur les dates qui étaient un peu pénibles. Rui Carvalho, qui est l'animateur principal de la communauté Alt.NET, qui a bien aimé cette lib dans les premières versions que je lui ai montrées. Ensuite, on a vachement échangé sur le design, sur la fluentness, tout un tas de choses. C'est aussi lui qui a fait le logo que je trouve assez magnifique, le petit logo NF là, que j'aime bien. Et puis il contribue de plus en plus. Cyril qui m'a rejoint il y a quelques mois et qui contribue, qui est le plus gros contributeur par mois sur la lib et qui a vachement travaillé sur les messages d'erreur. Et donc ce message d'erreur, en fait, ça a l'air évident comme ça, mais savoir qu'est-ce qui est le plus fluide, qu'est-ce qui met le plus le développeur sur la piste de résolution de son problème, etc. C'est des heures et des heures de machine. Il y a des bouts de code qui n'existent que pour travailler le message. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations
On peut voir l'exemple sur les chaînes, c'est-à-dire que des fois on fait des analyses de chaînes. Quand on dit est-ce que les chaînes de chaînes sont égales, on ne s'arrête pas au égal pour pouvoir construire un message correct, quoi. Donc il y a beaucoup de code derrière, dont le simple boulot est effectivement de donner une analyse. J'ai eu l'occasion de présenter une version précédente d'Influent à une soirée à .NET, ça a bien plu, il y avait des gens de BetClick qui étaient là, et alors j'ai découvert récemment qu'ils avaient fait des formations en interne sur du TDD, et qu'ils avaient fait aussi une formation sur Influent. Donc en gros, ils ont fait des slides et Un tutoriel. Pourquoi utiliser Influent, comment l'utiliser, etc. Donc ça, c'était assez sympa à voir. C'est à reboucler avec ce que m'a dit Marco. Marco, il a changé de boîte il n'y a pas si longtemps, et en fait, dans sa nouvelle boîte, il n'y avait personne qui écrivait les tests. C'était pas dans la culture de l'entreprise. Alors lui, ça l'a un peu heurté au début, parce qu'il avait cette habitude. Et donc, il a essayé d'un peu de... Et donc, il leur a montré Influent, et en fait, le côté un peu ludique de l'API a, semble-t-il, déclenché un peu plus d'appétit, on va dire. Et de proche en proche, ce qu'il nous a dit, c'est que là, ils ne font pas tous encore du TDD, ils font du test after, mais c'est en train de changer, etc. Donc là, c'était pareil, c'était intéressant comme feedback, c'est sympa. Et puis là, c'est un tweet qu'on a remis là, de quelqu'un qui est en Pologne, qui est Sébastien Gielski. Juste après la release. Qui, après la release là, du 31, qui nous dit en fait, la clean features de Influent, c'est pas que la syntaxe et sa lisibilité, c'est à quel point les messages d'erreur sont détaillés et nous mettent sur la voie quand la condition échoue. Donc ça, c'est sympa. Donc il y a une petite dynamique qui se crée en dehors de NetClick, dans le monde de .NET, etc. Il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. C'est violent, c'est pas fini, il y a encore du travail. Il y a des gens chez les phares FX qui utilisent aussi Influent depuis quelques mois, de manière un peu limitée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible avec vos frameworks de test, et vous n'êtes pas obligé de migrer en Big Bang. C'est-à-dire que vous pouvez migrer vos assertions dans tel test ou dans tel test fixture petit à petit, vous remplacez vos inserts par des checks. Enfin voilà, ça peut se faire progressivement, ça peut se faire à votre rythme. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va finir par une dernière question pour vous. Alors, que vos outils soient XUnit, NUnit, NBUnit, non, pas MSTest, mais que vos outils soient ceci, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est à ces frameworks de vous dicter votre façon de travailler, ou est-ce que c'est pas plutôt à vous de dicter à ces outils comment vous avez envie de travailler? C'est l'approche qu'on a voulu pour Influent, et c'est ça qu'on a envie de mettre. Avoir des insertions indépendamment, quoi. Ah, donc le message de fond, c'est ce qu'on disait au début. Pourquoi on a fait toute cette présentation, pas se perdre dans le message, c'est promouvoir le TDD. C'est important de faire du TDD, ça sauve régulièrement la vie avec des tas de gens. Au moins du test after, c'est à défaut de faire du test first. Donc important, faites du TDD. Pour ça, utilisez Influent qui clairement va vous aider, va surtout permettre autour de vous, je pense, de motiver des gens à le faire comme ça a déjà fait, parce que ça devient accessible. Et franchement, presque ludique. Pour prendre les pubs de salles de sport en ce moment, c'est vraiment, il n'y a plus d'excuses pour ne pas faire de tests, parce que ça devient vraiment facile à écrire. Et en plus, quand ça ne marche pas, on voit clairement pourquoi c'est pas ça. Donc, si on arrive à tout ça, on arrivera à ce Saint Graal où on passe l'essentiel de notre temps à écrire du code et des nouvelles fonctionnalités, et pas à faire du correctif. Voilà. Merci pour votre temps. Utilisez Influent, il y a l'URL du site web, je pense qu'elle était déjà dans l'invite du BBL. On a fait un petit site web qui explique tout ça. Je pense qu'on va le revoir à la lumière de ce qu'on s'est fait, ce qu'on s'est dit pour cette presse. Et bien sûr les slides sont diffusés après. Il y a d'autres choses dedans d'ailleurs.